Bonjour à tous, c'est l'équipe rugby, le podcast qui parle rugby avec la rédaction de l'équipe. Ici Clément Dossin pour vous servir. Cette semaine, je vais glisser mes gros petons dans les souliers dorés de Christelle Bonnet, occupée à se faire bronzer au soleil de Montluçon. Et je vais essayer, à défaut de talent, d'animer cette émission avec autant de bonne humeur que notre grande prêtresse à tous. Pour m'accompagner aujourd'hui, deux journalistes de la rubrique rugby de l'équipe, Renaud Bourrel, en direct live d'Auckland. Bonsoir Renaud. Salut Clément. Maxime Rollin, en direct de Boulogne-Billancourt. Salut Max. Salut Clem. Et last but not least, Justine Saint-Sevin. Bonjour Justine. Bonjour Clément. Alors Justine, stagiaire de son état, sorte de trèfle à 4 feuilles, croisée avec une patte de lapin. C'est elle qui a suivi pour nous l'épopée des moins de 20 ans et qui ramène dès sa première compétition un titre de champion du monde au rugby français. Max, Renaud, prenez-en de la graine les gars. Si vous voulez pas que la petite vous bouffe la place, va falloir se réveiller très très rapidement. Bon, vous l'aurez compris, il sera question évidemment du titre des Bleuets remporté hier face à l'Angleterre en finale, 33-25. On se demandera pour commencer quel est l'avenir de cette génération championne du monde. On se penchera aussi sur la défaite encourageante, une de plus, des Bleus à Wellington samedi dernier, à 14 contre 15. Et si le karma de ouf du rugby français, qui dispose donc de la meilleure formation du monde, si c'est prouvé, soufflait jusqu'à Dunedin samedi prochain, on se posera la question d'une possible victoire lors du 3e test. Allez, vous savez tout, c'est parti, flexion, lié, jeu. Dans l'histoire du rugby français, il y a eu 2006, année du titre de champion du monde des moins de 21 ans, de la génération Médard, Mermoz, Chouli, Boxy, Stillsboard, Guirado. Désolé pour ceux que j'ai oubliés. Il y aura désormais 2018 et le titre de champion du monde des moins de 20 ans, de la génération Laporte, Ntamak, Carbonel, Coville, Joseph, Woki, Bamba. Dans l'enthousiasme délirant qui s'est emparé du rugby français depuis hier soir, on entend ou on lit à peu près tout et n'importe quoi, notamment que le titre de champion du monde 2023 ne peut plus échapper aux Bleus, et même que la moitié des gamins qui étaient hier sur le terrain pourraient venir grossir les rangs de l'équipe de France en 2019. Alors Justine, dis-nous, est-ce qu'on s'enflamme pas un petit peu sur ces gosses ? Un petit peu quand même, ils ont à peine quelques matchs de top 14, voire de H-Cup dans les jambes. Il faut les laisser grandir. Certes, ils ont fait une très belle compétition. Le contenu et les résultats n'avaient jamais été aussi bons pour eux. Mais voilà, il faut quand même calmer le jeu. Le top 14, c'est autre chose. C'est un autre jeu aussi. C'est un jeu où les rucks vont être très importants. Le physique va être très important. Et ce n'est pas du tout la philosophie qui a été mise en place par ces Bleuets qu'on a vu évoluer, où justement le ruck c'était l'échec et on voulait absolument passer par un jeu debout, qui est plus un jeu qui est développé par les Blacks en fait depuis des années. En fait, c'est des joueurs de super rugby, quoi. C'est pas des joueurs de top 14. Pour l'instant, c'est ça. Quels sont ceux, selon toi, qui peuvent percer à plus court terme ? Quels sont les 3-4 gars qui ont vraiment le potentiel pour s'affirmer assez rapidement ? Déjà, ceux qui ont le plus de matchs aujourd'hui en top 14, qui ont déjà commencé à faire leur trou, comme Arthur Coville, au Stade français. Le demi-de-mêlée, donc, et le capitaine de cette équipe. Exactement. Clément Laporte aussi, l'arrière, qui a fait une vingtaine de matchs. Qui est celui qui a le plus joué pour l'instant. Et qui a fait une compétition absolument fantastique. Il monte des cannes. Pourtant, c'est l'un des plus secs peut-être de l'équipe. Et malgré tout, en top 14, il a réussi à s'en sortir et à faire son trou. Et ensuite, pour les autres, c'est un peu plus compliqué. Cameron Woki peut-être aussi, qui a été quand même pas mal utilisé à l'UBB en 3e ligne. C'est ça, je dirais ça c'est le 3e. Et ensuite, Ntamak, éventuellement, parce qu'au Stade Toulousain, on a l'impression qu'ils veulent en tout cas le lancer dès l'an prochain. C'est eux qui aujourd'hui paraissent les plus à même dès l'an prochain de marquer et d'avoir de plus en plus de temps de jeu. D'accord. Renaud, vu des antipodes, comment a été reçu ce titre et puis la victoire des Bleuets contre la Nouvelle-Zélande ? Est-ce que ça a fait un petit peu de bruit en demi-finale ? Est-ce que ça fait un petit peu de bruit vaguement, hein, c'était pas un déchaînement immense. En tout cas, les joueurs français entre eux en ont beaucoup parlé de ce titre. J'ai eu quelques joueurs rapidement aujourd'hui. Quand ils se croisaient, ils en parlaient. T'as vu ce qu'ils ont fait les jeunes et tout. Donc il y a beaucoup de fierté et de joie côté français. C'est vraiment accueilli de manière tout à fait positive parce que, comme tu le rappelais dans ton excellent lancement, c'est un peu la morosité depuis 7-8 ans. Donc ce titre soulage un peu tout le monde.
Ouais, on rappelle, ils n'avaient jamais fait mieux qu'une 4e place depuis l'instauration du nouveau format des moins de 20 ans en 2008. Donc c'est vraiment inédit, évidemment, ce titre. Si on devait faire un parallèle avec 2006, il y a un joueur en 2006 qui est champion du monde, c'est Lionel Boxis, qui joue la Coupe du Monde un an plus tard. Il est titulaire, souvenez-vous, avec l'équipe de France contre la Nouvelle-Zélande en quart de finale. Il y a un Boxis dans cette équipe. Carbonel, hier, marque 23 points. Est-ce qu'il peut être le Boxis, Max? T'en penses quoi? Je me pose un petit peu la question, parce que moi je vais un peu casser l'ambiance finalement, parce que j'ai repris la liste des champions du monde 2006. Alors t'as cité finalement les 6 évidemment ceux qui ont percé, qui sont ensuite, les plus connus, ouais. Parce que si je te dis Florian Casalo, si je te dis Steve Malonga, Aurélien Bécaud, Christophe Clarac, forcément Yann Fior, personne s'en rappelle. Oui, il y aura peut-être une surprise en 2019. On parle tous de 2023 où cela devrait nous emmener en 2023. Mais ils ont été champions du monde en 2006, en 2011. Qui était à la Coupe du Monde 2011 à la finale? Je crois, hein. Ils doivent être 2 ou 3. Maxime Mermoz et Maxime Médard. Et Maxime Médard, et c'est peut-être si Damien Choulier était peut-être dans le groupe. Fulgence Ouedraogo. Oui, Fulgence Ouedraogo dans le groupe. Voilà, bon, il y en a pas 50 000. Donc s'il y en a allé peut-être 5, ce serait un miracle même déjà en 2023. Et pour parler de Carbonel, c'est peut-être le bon exemple aussi. Carbonel, il va être en concurrence à Toulon avec Anthony Bello, qui, si je ne me trompe pas, est le titulaire actuel de l'équipe de France. Donc logiquement, il faudrait que Anthony Bello soit installé en équipe de France. Alors c'est pas notre spécialité d'installer des ouvreurs. Mais donc du coup, comment ça va se passer ? Si on installe Anthony Bello et qu'Anthony Bello joue et confirme à Toulon, qu'est-ce que va devenir Carbonel? Un remplaçant d'Anthony Bello? Sachant qu'il y a aussi François Trinduc dans le groupe. Voilà, donc ouais, mais François Trinduc, allez, il a passé la trentaine. Je vais dire que bon, voilà, quel est l'avenir finalement de Carbonel? C'est pour ça, on ne sait pas dans 5 ans ce qu'il sera devenu, s'il sera le remplaçant idéal d'Anthony Bello. Donc c'est un peu compliqué. Et je vais même reprendre l'exemple de Romain Ntamak, qui en début de saison, faut pas oublier que c'était soi-disant le futur grand 10 de l'équipe de France. Et il joue déjà au centre. Voilà, il joue déjà au centre. Donc avec cette génération, j'ai l'impression qu'on est parti comme avec toutes les générations et qu'ils vont peut-être même eux aussi se faire happer par le top 14, parce que si dans 4-5 ans, ils jouent tous 30 matchs par saison dans les gros clubs, Clermont, Toulon, Racing et compagnie, et ben ils arriveront cramés en tournée en Nouvelle-Zélande et ils prendront eux aussi 30 points en tournée. Donc toi, ce que tu dis, moi, Max, je pense que c'est qu'on a toujours eu des très grands joueurs, des joueurs de talent, mais que malheureusement, ils sont bouffés par le système et que si on prend la liste aujourd'hui, ils étaient un groupe de combien? De 30, c'est ça, si je 28. me trompe pas, 28. Ouais. Voilà, pour moi, il y en aura 4-5 qui seront peut-être en 2023 les stars de l'équipe de France, mais j'ai peur qu'ils soient happés par plein de choses, par le système. Alors justement, Max, pour rebondir là-dessus, et c'est une question intéressante, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut les faire jouer, on est d'accord là-dessus, mais il ne faut pas les faire trop jouer, c'est ça? Il faut les ménager. Ils jouent un petit peu. Carbonel a fait quelques matchs, Ntamak a fait quelques matchs. Certains font le pilier là de Demba Bamba. Voilà, et ben lui c'est un super joueur, il a pas mal joué, ou l'arrière comme tu le disais, la porte d'Agen, mais j'ai peur que dans 3-4 ans, quand ils seront entre guillemets plus des jeunes, qui soient happés par tout ça. Et on a vu qu'ils avaient le niveau. Enfin, il y en a plein qui commencent. Enfin, moi, j'ai pas suivi la compétition. Je les connais pas tous, mais les noms, on les a vus en top 14 cette saison. Coville, moi qui suis le Stade Français, je l'ai vu pour en avoir discuté avec Heineke Meyer, le nouveau manager. C'est un super joueur sur lequel il compte. Et voilà, ce sera peut-être un des exemples. Coville, oui, ça peut être le futur numéro 9 de l'équipe de France en 2023. Mais j'ai peur que toute cette génération qu'on annonce talentueuse, etc. On s'enflamme pas, quoi. Moi, je pense qu'il faut pas trop s'enflammer. On l'a vu avec 2006. Malheureusement, il y a plein de joueurs qui ont eu des carrières à peu près correctes en top 14 ou en Pro D2, mais qui n'ont pas eu malheureusement le niveau international. Et finalement, même un Maxime Médard, au final, il aura quand même pas mal de sélections, mais c'était annoncé l'immense talent et il a jamais finalement donné ce qu'on attendait de lui.
Il y a un joueur sur lequel je voudrais qu'on revienne assez rapidement, Justine, c'est Jordan Joseph, le numéro 8. Lui, il est particulier parce qu'il est surclassé, il n'a même pas encore 18 ans, et il est élu meilleur joueur de la compétition. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Et même chose, quoi. Est-ce que c'est un garçon qui peut... il rejoint le Racing l'année prochaine en provenance de Massy, et qu'est-ce qu'il peut devenir? Lui, c'est un petit peu le contre-exemple de tout ce qu'on a dit jusqu'à présent, c'est-à-dire avec des joueurs comme Coville ou Laporte qui ont eu du temps de jeu. Jordan Joseph, il n'a eu aucun temps de jeu avec Massy. Il a joué en espoir et c'est tout. Et pourtant, il se retrouve à être l'un des meilleurs joueurs de la compétition. Alors certes, il a un gabarit impressionnant. Il fait 1m88 pour 110 kg. Mais surtout, moi, ce qui m'impressionne avec ce joueur, c'est qu'il a une maturité dans le sens du jeu, dans la vision du jeu, qui est déjà assez impressionnante pour son âge à 17 ans. C'est le genre de choses qu'on ne voit pas souvent. Après, donc voilà, il est passé par Sarcelles, Massy. C'est un peu la filière classique maintenant des troisième lignes français. Exactement. Enfin, de certains troisième lignes français. C'est quand on interroge son entraîneur là-bas en espoir, voilà, il nous dit que c'est un très grand gratteur, que quand il est tanké sur ses jambes, c'est un Stéphane Armitage qui va réussir, imbougeable. Donc bien sûr, on se dit qu'il a de l'avenir et sur le papier, on a envie de le suivre et de se dire qu'il va réussir. Sauf que, pour l'instant, il n'a pas été à l'épreuve du top 14, il n'a pas été à l'épreuve de gabarits qui vont totalement concurrencer le sien. Donc, c'est à voir, complètement à voir. Et aussi, il y a la notion de plaisir dont tu parlais tout à l'heure. Eux, ils sont en mode plaisir, ils jouent, voilà, etc. Mais quand ils vont tous se retrouver en top 14 ou même en équipe de France, elle va être tous cette notion de plaisir. Ils vont être dans une pression, des schémas de jeu, des trucs, et ils vont ils vont être peut-être moins en vue. Enfin, en tout cas, là, l'équipe en elle-même, je suis pas sûr que, voilà, dans ce que je dis, dans 5 ans, j'aimerais bien voir sur ce groupe de 28 combien auront un petit peu intégré l'équipe de France, etc. Et j'ai malheureusement peur que ce soit pas autant qu'on le croit. C'est ça ce qui m'inquiète le plus en fait, c'est que la philosophie de plaisir avec laquelle, et de jeu même, de jouer debout, tout ça, avec laquelle ils ont réussi et où ils ont fait vraiment de belles choses, c'est pas forcément quelque chose qu'ils vont retrouver en top 14 dans leur club. Ok, on suivra ça. Merci beaucoup Justine. Allez, on abandonne les enfants, on passe à des choses d'adultes. On retourne en Nouvelle-Zélande, où la France, surprise, a perdu son deuxième test de la tournée face aux All Blacks. Mais là où ils en avaient pris 50 à Auckland la semaine précédente, les Bleus ont offert une belle résistance cette fois à Wellington, s'inclinant 26-13, le tout en jouant plus d'une heure à 14 contre 15. Alors, est-ce qu'il faut ranger tout de suite cette défaite au rayon déjà bien garni? Arrêtez, ça déborde de tous les côtés, des défaites encourageantes. Renaud, qu'est-ce que t'en penses? J'ai revu 2 fois le match là, parce que la télé néo-zélandaise rediffuse énormément. Bravo. Hein. Black, comme vous pouvez vous en douter. Ce sens du travail t'honore, Renaud. Comment? Ce sens du travail t'honore. Pas faux. En fait, c'est assez paradoxal comme sentiment. C'est-à-dire que effectivement, les Français ont fait une bien meilleure prestation. Étonnamment à 14 et en même temps les All Blacks ont fait un match ils ont connu un déchet dans ce match qui est totalement inhabituel pour eux et dans des proportions encore plus importantes que ce dont on avait pu se rendre compte en direct. Je crois qu'à un moment ils sont à 17 plaquages manqués vers l'heure de jeu ou à la 55e, ils sont à 17 plaquages manqués là où les Français sont à 5 ou 6. Ça leur arrive quasiment jamais. Ils ont deux coups de pied directs en touche. Et je passe sur les en avant, les ballons lâchés. Donc voilà. Et néanmoins, malgré ce déchet monstre, ils nous mettent 4 essais et nous on en met un péniblement quand le match est terminé, après la sirène. Et que tout le monde est relâché. Renaud, quand même. Mais est-ce qu'ils n'étaient pas même relâchés avant? Parce qu'au final, j'ai l'impression que sur le premier match, on prend le carton jaune, on prend 3 essais, on explose, après il déroule. Et là, finalement, carton rouge, je crois qu'on prend 2 essais assez rapidement, l'écart est fait. Est-ce qu'inconsciemment, les Blacks, ils s'arrêtent de jouer, mais ils disent on va peut-être pas leur en remettre 8 et ils se ménagent un petit peu. C'est pas dans leur philosogie quand même. Faut dire une chose, c'est que les Blacks, quand ils peuvent t'en mettre 50, ils t'en mettent 50 à chaque fois. Oui, voilà. Non, je pense qu'en fait, ils sont complètement, ils sont déjà désorganisés par la perte de Boden Barrett.
Parce que là où Mackenzie avait été fantastique en rentrant, je sais plus si c'était à l'aile ou à l'arrière au premier test, en mettant le feu partout, il est quand même beaucoup moins habitué et structuré en numéro 10. Donc la sortie de Boden Barrett définitive leur a fait beaucoup de mal. Je crois qu'il y a ça. Il y a aussi le fait que les Français sont beaucoup plus investis dans les rucks, ce qu'ils avaient délaissé par stratégie au premier test, et donc ils ont réussi quand même à ralentir quelques ballons, à être un peu plus pénibles dans l'enchaînement du jeu des Blacks. Donc tout ça a fait que les Français... puis il y a aussi peut-être le petit sentiment d'injustice aussi qui a permis aux Français d'être encore plus motivés après le carton rouge reçu par Benjamin Fall. Donc c'est un ensemble de facteurs qui fait qu'il y a eu un meilleur match des Français, mais qu'au bout du compte, parler de défaite encourageante, pour le moment, j'ai du mal, et j'attends avec impatience le troisième test pour me faire une idée de ce qui s'est passé au second et de ce qu'il faudra tirer de cette tournée. Avant de se projeter, Renaud, sur le troisième test, je voudrais quand même revenir sur un truc. On disait la semaine dernière que le meilleur moyen de ne pas avoir à défendre contre ces Blacks, c'était de tenir le ballon. Et ça, c'est quand même le côté encourageant de ce match-là. La possession a été majoritairement française, et on a quand même réussi à faire de ces ballons quelques petites choses intéressantes, non ? Bon, alors déjà, si j'ai envie de me projeter à la semaine prochaine, alors que toi, avec les champions du monde de moins de 20, tu t'es projeté à 2023, je le fais. Ça pour le premier petit 1. Petit 2, tu as entièrement raison. Sur l'utilisation du ballon, ça a été effectivement une source de satisfaction, puisque les Français ont réussi à pas mal breaker. D'abord en ne s'entêtant pas à vouloir absolument aller sur les largeurs, mais en variant beaucoup plus, en réussissant à jouer après contact avec des joueurs qui ont ces qualités-là. On a beaucoup mis en avant Kevin Gourdon qui a fait un grand match. Donc là-dessus, c'est effectivement beaucoup plus intéressant, mais encore une fois, je sais plus, je crois que c'est 7 ou 8 franchissements de mémoire. Oh, même plus que ça, je crois. Essai, ouais. Un essai, ouais. Un essai, quand le match est plié, quand c'est terminé, malheureusement, et toujours ce problème de finition, de ballon qui brûle en arrivant près de la ligne, de précipitation, qui est humain. Quand on est une équipe qui a effectivement engrangé peu de confiance depuis tant de saisons. Si je veux me faire l'avocat du diable, on rentre quand même 3 fois dans leur but. Il y a 2 essais refusés, justement refusés. Un essai refusé à Doumerou en début de match et un autre sur une percée de Bourgarit où il finit par ramper. Voilà, il y a quand même des petits motifs d'espoir, non ? Justine, peut-être, tu veux ? Ah bah oui, bah déjà, le fait qu'il y ait 2 essais refusés alors qu'on était très loin de la ligne lors des autres matchs, c'est sûr que c'est un motif d'espoir. Il y a toujours de l'espoir. Non mais oui, d'accord, sauf que alors l'essai de Doumerou, il est accepté, transformé, boum, 7 points. Coup d'envoi, ballon rebondit sur la tête d'un Français contre d'un Néo-Zélandais, et puis il marque un essai. Ce que je veux dire par là, c'est qu'une fois qu'il y a un essai qui est marqué, l'essai qui est refusé, une fois qu'il est marqué, c'est un autre match qui commence. Bien sûr. Donc on peut pas à la fin du match dire il y a eu 2 essais de refusés, ça aurait fait plus 14 et tout. Ça marche pas comme ça. Donc effectivement, ils ont été plus dangereux. Effectivement, ils ont fait un bien meilleur match, mais ils n'ont pas marqué sur toutes les actions où ils l'ont été. Et c'est là-dessus qu'ils vont devoir progresser. Et moi, je crois intimement que les All Blacks ne referont pas un second match comme ils ont fait là. J'aimerais qu'on revienne 2 minutes, pas plus, promis, sur l'incident majeur de ce match. C'est le carton rouge à Benjamin Fall. Carton rouge qui, ce lundi, a été retiré à l'arrière français. Je rappelle, c'est sur un duel aérien avec Boden Barrett, où Fall, légèrement en retard, déséquilibre Barrett qui retombe sur la tête. Stricte application de la règle, carton rouge. Ce carton a été retiré au prétexte que Benjamin Fall est déséquilibré dans sa course d'élan par une petite poussette de Lienert Brown, le centre néo-zélandais. Qu'est-ce que vous en pensez, Max ? Qu'est-ce que tu penses de cette décision ? À la fois du carton rouge et de cette décision de lui retirer. Le truc, c'est pourquoi à la vidéo, on voit pas dans ces cas-là la poussette du Black sur Fall. Après, oui, c'est sûr qu'il y a un règlement. Moi, j'ai trouvé que c'était assez sévère. Toi, tu trouvais le rouge sévère ? Je trouvais le rouge assez sévère, mais d'un autre côté, si tu appliques le règlement,
tu te dis c'est compliqué de faire autre chose que de mettre un carton rouge. Et du coup, là, le fait que ce soit retiré, ça va emmener du sorte de débat, une sorte de confusion et de dire oui, mais alors on applique la règle, mais là il le retire. Donc du coup, je pense que ça va amener un petit peu de confusion. Soit l'arbitre voit dès le début qu'il y a une poussette et dans ces cas-là, il dit bon bah c'est pas intentionnel, il met peut-être un jaune ou il siffle une pénalité, ok. Alors c'est bien pour le joueur, hein, mais du coup je suis un petit peu partagé sur ça, que ça va amener une fois de plus encore beaucoup d'interprétations, du débat sur cette vidéo, parce qu'au final, à quoi elle a servi la vidéo pour que ce soit finalement remis. Alors là, je me pose aussi la question, est-ce que les Blacks sont pas un peu arbitrés comme le Real Madrid en foot? Moi qui suis un peu le foot, j'ai l'impression, les Blacks, c'est le Real Madrid. L'éternel débat. Non, mais la décision, elle va toujours finalement dans leur sens. Renaud, quel est ton sentiment? Est-ce que si on se projette sur la suite, ça va pas surtout, passez-moi l'expression, mais mettre un bordel monumental dans la tête des arbitres? Comment désormais juger ce genre d'action? S'il faut prendre tous les paramètres qui ont précédé le choc, l'intentionnalité ou pas du joueur, ça devient un casse-tête sans nom. Non mais là, après, pour moi, il n'y aura pas de problème avec les arbitres puisque on leur a mis à disposition des images en direct, on ne voyait pas la poussette. Donc ils peuvent pas dire qu'il y a eu une faute. Est-ce qu'on en est bien sûr de ça? Est-ce que ça c'est pas nous en tout cas en direct, ce qu'on a vu, les images qui passent, quand ils passent les images, on voit vraiment, c'est isolé sur le moment où Fall arrive au saut. C'est très dur à voir quoi. Oui, faut le savoir en fait, qu'il y a la poussette pour vraiment y faire attention. Donc moi, je ne crois pas que les arbitres, il va y avoir des conséquences sur leur décision. Déjà pour eux, et ensuite les arbitres, tant qu'ils appliqueront le règlement, ils n'auront pas de sanctions ou quoi que ce soit ou de problème là. D'accord, mais là-dessus, c'est vraiment le manque d'image et de background quoi. Parce que M. Gardner n'a fait qu'appliquer la règle, on ne peut pas lui reprocher. C'est surtout son TMO, son arbitre vidéo qui a appliqué la règle. Donc, je ne sais pas, est-ce qu'il faut la changer? Est-ce qu'il faut revoir tout depuis le départ de la course de Benjamin Fall? Mais là, vous imaginez les durées des vidéos, comment ça peut, le temps que ça pourrait prendre. Déjà que des fois, on s'arrache les cheveux. Je pense qu'on est sur un épiphénomène. Il y en a toujours sur les histoires de vidéos. Quand on marque des essais, il y a des essais, on veut les valider à la vidéo et c'est impossible de les valider à la vidéo. Où ils sont là on est là-dessus. Peut-être qu'avec un réalisateur pas néo-zélandais, on peut se poser la question. On aurait pris une seconde plus tôt la course de Benjamin Fall et on aurait vu qu'effectivement il a été poussé, donc gêné dans sa course et que donc il percutait Boden Barrett. Et le faisait retomber sur le coup. Voilà. Moi, mon point de vue, c'est que c'est un épiphénomène, que le bon sens l'a emporté, parce qu'effectivement, il n'y a aucune intentionnalité, mais qu'en plus, un fait de jeu, licite ou pas, semble-t-il un peu licite, conduit Benjamin Fall à faire cette faute. Donc on lui annule son carton rouge et on lui permet de jouer le prochain test. Là, je suis entièrement d'accord. Le rugby aurait pu s'en tirer, je pense, à moindre coût en ne suspendant pas, en laissant le carton rouge. Ok, t'as été exclu, et en ne suspendant pas Benjamin Fall en disant voilà, tu peux jouer. Mais la semaine prochaine. Non, tu peux pas. Si ton carton rouge il est pas annulé, t'as obligatoirement une semaine de suspension. C'est obligatoire. Ouais, tu peux pas annuler le carton rouge. Mais je trouve que c'est bien de dire on l'annule. Comme ça lui permet au mec de jouer. Il a joué que 12 minutes. Il voit très bien que c'est pas intentionnel, qu'en plus il y a la petite poussette. Ça aurait été encore pire si mais je rappelle que caractère intentionnel ne veut pas dire que c'est pas dangereux. Hein, donc, non, bien sûr. Mais c'était la même histoire la semaine dernière. Mais ce que je veux dire, c'est que si en plus il peut pas jouer le match d'après, qu'il lui colle juste une semaine parce qu'ils disent bon voilà, on te met ça aurait été encore plus dur c'est la double peine pour le joueur et voilà, là au moins bon, il lui retire et il peut jouer, tant mieux pour lui. Très bien, bon allez, assez causé de cet incident. J'aimerais qu'on se projette rapidement sur le dernier test match de cette tournée. Alors on a gagné la première mi-temps à Auckland, on a gagné la deuxième mi-temps à Wellington. Et comme le suggérait notre confrère Laurent Campistron, qui est super fort en maths, une mi-temps plus une mi-temps, ça fait 2 mi-temps. Question,
à 10 000 $ néo-zélandais, Renaud, est-ce qu'on peut gagner le 3e test à Dunedin ? Alors, le contexte du 3e test à Dunedin, c'est pelouse synthétique, toit, une verrière, et des oiseaux sous la verrière ou pas ? Comment ? Des oiseaux exotiques sous la verrière ? Espérons-le, voilà, pour le charme. Il paraît qu'on peut voir à Dunedin, des sea lions, là, je sais plus comment, des lions des mers, là, enfin voilà. Sympa tes vacances. Mais je pense que voilà, synthétique, stade fermé, et une semaine où les All Blacks vont sans doute beaucoup travailler et se faire taper sur les doigts par leur staff. Ça va aller très très vite. Et historiquement et statistiquement, le 3e test pour les Français, c'est jamais le plus facile. Après, ils se sont mis dans la tête, grâce à ce second test, qu'ils pouvaient le gagner. Justine, toi, tu as tous les droits, tu es championne du monde des moins de 20 ans. Je te donne le costume de Jacques Brunel. Qu'est-ce que tu fais comme changement ? Est-ce qu'il y a des joueurs que tu as envie de voir, qu'on n'a pas encore vu peut-être dans cette tournée ? Non, moi je reste dans la continuité. D'accord, pourquoi ? Parce que ça, il y a eu du mieux, malgré ce carton, ce fait de jeu contre Fall, du coup, qui a rendu les choses beaucoup plus compliquées, mais ils ont quand même tenu à 14 contre 15. C'était pas flamboyant, mais bon, il y avait déjà du mieux. Donc moi, je resterai sur la continuité, vraiment. Max ? Ce serait quand même dommage de ne pas voir certains joueurs. Parce qu'il y en a, sinon ça veut dire quoi ? Ils sont venus 3 semaines en Nouvelle-Zélande pour faire quoi ? Dans ces cas-là, il fallait les laisser chez eux, ils se reposaient, et comme ça, ils n'étaient pas cramés toute la saison. Non, moi je pense qu'il faut faire un petit peu de changement, peut-être pas tout, mais qu'on essaie de voir certains joueurs. Non, je sais pas, Renaud, qu'est-ce qui est un petit peu dans l'air du temps, mais... Voilà, aujourd'hui ils ont fait de la muscu et ils ont fait un peu de physique. Il n'y a pas eu de terrain dans l'air du temps. Ton intuition, Renaud, tu penses que ça va tourner un petit peu ou pas ? Le pack a vraiment donné satisfaction. Il y a une 3e ligne qui a évolué à un niveau assez exceptionnel, parce qu'il faut quand même être positif. La charnière, elle vient de faire 2 matchs contre les All Blacks. Je vois pas l'intérêt sincèrement de la bouger. La question, c'est la jambe de Geoffrey Doumerou qui avait une grosse contusion après le match. Ce serait bien que Fofana sorte de ses vacances en fait, comme ça. Voilà, et il y avait quand même l'intention de voir Wesley Fofana au départ, sauf qu'il a eu un petit pépin musculaire. Donc Fofana, on rappelle, Renaud, dont la dernière sélection remonte à novembre 2016, c'est bien ça ? Exactement, contre les All Blacks déjà. Donc ça peut être une tentation pour préserver Geoffrey Doumerou dont on sait aujourd'hui quelle est sa place, quel est son niveau, voilà, qui fait partie de l'équipe de France. Comme Jacques Brunel avait cette intention quand même de voir quelques personnes. Il me paraît évident aujourd'hui que Benjamin Fall sera revu aussi. Mais si, comme on le sent, comme on le subodore, j'ai envie de dire, leur intention est vraiment de gagner, je les vois mal faire une grosse revue d'effectifs, quoi. Très bien, merci Renaud. Avec plaisir. Va te coucher, repose-toi bien. Marchons comme ça. Et à la semaine prochaine. Voilà, c'était l'équipe rugby, le podcast de la rédaction de l'équipe. Aujourd'hui, j'étais avec Maxime Rollin. Ciao tout le monde. Justine Saint-Sevin et en direct d'Auckland, Renaud Bourrel. Merci à tous pour votre fidélité. Retrouvez le podcast sur l'équipe.fr, SoundCloud. Et la semaine prochaine, dernier épisode de la saison après le 3e test en Nouvelle-Zélande. Merci à tous, bonne semaine.